Eh bien, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Pierre-Emmanuel Fayemi et j'ai eu la chance, on m'a demandé d'animer un petit peu cette session. Alors, j'ai commencé par me présenter brièvement. Donc, je travaille au sein du département R&D d'une société qui s'appelle ICOS, où l'on me demande finalement de sourcer, initier et piloter un certain nombre de projets de R&D, une quinzaine. Donc, dans le cadre de ces activités, je suis amené à collaborer sur une dizaine de thèses de doctorat et puis j'ai aussi la chance d'intervenir dans une dizaine d'écoles d'ingénieurs en qualité d'enseignant. Et donc cette question finalement du niveau scientifique, en plus de m'intéresser, m'impacte directement. Et finalement, dans l'heure qui va venir, on va être amené à se questionner et à investiguer un petit peu cette thématique du niveau scientifique global des étudiants, mais pas que, qui a priori s'avère être une thématique plus complexe qu'il n'y paraît, avec de nombreuses facettes assez différentes. Euh, Avant de commencer, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que Marc-André Sellos ne pouvait pas être présent cet après-midi. On a néanmoins la chance de pouvoir avoir son témoignage sous la forme d'un entretien vidéo. Alors avant de le projeter, je vais peut-être quand même l'introduire rapidement. Donc Marc-André Sellos est chercheur et professeur à l'Université de Montpellier 2 et aussi au sein du Muséum d'histoire naturelle. Et il est président de la fondation GEOS qui fédère l'ensemble des acteurs travaillant sur la thématique des sciences et des technologies du vivant, de la Terre et aussi pardon, de l'environnement. Voilà. Et ben, je vous invite donc à regarder cette petite capsule. André Solos d'être parmi nous pour ce débat sur notre connaissance scientifique et l'enseignement des sciences, notamment en France. Et merci de nous apporter quelques éléments de cadrage pour démarrer cette conversation. Donc, merci de vous présenter, de nous dire qui est cette fédération Biogé que vous avez lancée avec quelques collègues et votre finalement analyse de la situation en matière de points de repère sur l'enseignement des sciences. Alors, moi, j'appartiens au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, où je suis professeur et qui a un rôle dans à la fois l'expertise pour l'État et les décideurs, mais aussi un rôle de formation et de vulgarisation. Alors, c'est partant d'un constat que ça va mal pour l'enseignement des sciences, et en particulier les sciences du vivant, qu'on a avec quelques autres. Donc, il y a le muséum, il y a des académies comme l'Académie de médecine ou d'agriculture, il y a des sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des fédérations ou des fondations d'entreprises. Nous sommes donc au total, nous sommes unis pour essayer de promouvoir l'enseignement des sciences du vivant et de la terre et de l'environnement, à la fois pour les décideurs et à la fois pour les plus jeunes. Parce qu'on a fait ce constat tout bête, c'est que aujourd'hui, face aux défis de la modernité, face aux crises environnementales ou aux crises sanitaires, on voit très bien que nos concitoyens et nos politiques sont à la peine pour comprendre ce qui se passe et prennent les hésitations de la science pour un manque de fiabilité, alors que justement, c'est l'hésitation et la discussion et le débat qui fait la force de la connaissance scientifique. Donc aujourd'hui, on voit un déficit de méthode, puis un déficit aussi de connaissance de ce que nous sommes. Il était évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas commenter l'actualité ou prendre des décisions sans science, et notamment sans science du vivant et de l'environnement. Ça couvre aussi de la physique et de la chimie. On a besoin de ça, et c'est un petit peu grave parce que, en fait, aujourd'hui, la formation scientifique, d'abord, elle est une option pour ceux qui en veulent. C'est encore vrai en terminale avec les choix d'options. Quelqu'un qui choisit le maximum d'options scientifiques, il aura 45% de matière littéraire. C'est très bien d'ailleurs en terminale. Quelqu'un qui choisit le maximum d'options littéraires, il aura 5% de sciences. Ah Et oui, c'est pas ça équilibré. c'est mutilant. C'est une vraie mutilation. Voilà. C'est quelqu'un qui ne saura pas se mouvoir dans la modernité, il ne saura pas se nourrir, il ne saura pas se soigner, et il ne saura pas soigner l'environnement. Et en fait, quelque part, on est issu non seulement d'un manque de science, mais aussi d'une surreprésentation des sciences exactes. X égale 2, c'est vrai ou faux. La vitesse de chute d'une bille du haut de la tour Eiffel quand elle arrive au sol, c'est vrai ou faux. Mais malheureusement, nous gérons une complexité. Et deuxièmement, nous gérons des choses qui sont probablement vraies ou probablement fausses. Ah, En ça santé veut ou en dire que environnement, c'est le cas. Donc on manque des outils pour aller dans le complexe oui. et le flou. Or, la vie, c'est flou.
on n'enseigne pas assez à travers les sciences le doute, le raisonnement, l'interrogation, le cheminement. En fait, c'est ça. Il manque non seulement des connaissances de base pour donner du sens à ce qui se passe autour de nous ou choisir vraiment librement, c'est-à-dire en voyant les implications, mais on a aussi un manque de méthode. Et toutes les sciences amènent des méthodes. Par exemple, les maths amènent une rigueur de raisonnement qui est nécessaire. Mais les sciences du vivant, par exemple, que moi je connais bien, amènent une capacité à aller de l'observation à la conceptualisation, à regarder le monde pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et puis essayer de comprendre comment ça marche. Ça, l'observation, voilà encore une démarche dont on a vraiment beaucoup besoin. On manque souvent d'observer notre environnement et les choses les plus proches nous échappent, et du coup, le fait qu'elles soient des outils ou des dangers nous échappe aussi. L'état de l'enseignement des sciences en France, il est, il faut le dire, complètement calamiteux. Il n'y a pas d'ambition au primaire. Il n'y en a pas. Le premier bain de nos enfants, c'est comme s'ils n'étaient pas vivants dans un monde technologique. C'est nié. On apprend à lire, écrire, calculer, et Dieu sait que c'est vital. Mais on n'apprend pas le reste. Et on pourrait très bien apprendre à lire, calculer, écrire sur des objets scientifiques. Ça se fait. Hein. Donc, il n'y a pas de hiatus. Mais il y en a un de fait, et ça renvoie aussi à un déficit de formation d'ailleurs des enseignants du primaire. Normalement, bon, il y a 2 heures de sciences, mais souvent elles ne sont pas faites parce que les enseignants du primaire ne sont pas formés pour le faire, ils n'ont pas les outils pour ça. Quand on arrive au collège, et au début du lycée, on va être sur 1 à 2 heures de SVT, 3 heures de physique-chimie, mais bon, ça disparaît tout ça, c'est pas beaucoup, et ça disparaît avec la seconde. Après, il y a 2 heures de sciences et technologies indifférenciées, c'est très très peu, et évidemment les sciences sont en option. Or, la santé, le fait de respirer, de manger, c'est pas une option, c'est la base du quotidien. Et donc en fait, on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et puis après, on a aussi une surreprésentation des disciplines outils qu'on retrouve dans le secondaire. Euh, les maths et le français sont des outils inévitables, mais ils ne sont pas encapsulés dans les autres disciplines auxquelles ils doivent servir. Du coup, moi, à l'université, je récolte des gamins, eh ben, quand il faut faire une règle de 3 pour calculer une échelle sur une carte ou sur une coupe microscopique, mais ils ne savent pas la faire. C'est-à-dire, alors après, on dit, non, mais regarde, c'est une règle de 3 ou un produit en croix, puisque maintenant on dit ça comme ça. Et là, ah oui, et là, ça marche. En fait, on a un problème de disjonction des différents domaines cognitifs qui fait qu'aujourd'hui, les sciences outils du quotidien, lire, écrire, compter, ne sont pas incarnés dans les pratiques qui font des citoyens ou d'ailleurs des professionnels efficaces. En fait, ce qui nous manque, c'est de l'interdisciplinarité aussi. Et Oui. c'est vrai pour les sciences, elles sont au service d'autres disciplines également. Il y a aussi un problème d'interdisciplinarité. Quelles Les conséquences, elles sont gravissimes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de liberté sans la capacité d'évaluer les conséquences de ses choix. Et aujourd'hui, beaucoup de gens choisissent de se vacciner ou pas sans savoir les implications, sans juger du résultat là, hein, les implications de leur choix. Alors, c'est vrai que les décideurs sont un peu perdus en sciences parce que très peu d'entre eux sont scientifiques. Et Philippe Berta est une exception réjouissante pour quelqu'un comme moi, mais c'est vrai qu'il est une exception. Il y a un office parlementaire des choix technologiques et scientifiques qui est un outil tout à fait remarquable, mais peut-être trop peu fréquenté par les politiques. Et ça, Oui, ça oui, renvoie on à avait plusieurs la choses. chance de recevoir Cédric Villani, qu'il présidait l'année dernière. Donc, Mais effectivement, Cédric bon Villani est rappel. un autre ovni dans le monde politique. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que d'abord, les scientifiques devraient sortir plus de leur tour d'ivoire. Il y en a qui le font au travers du GIEC ou de l'IPBES, mais il y a un vrai problème de présence des scientifiques dans le cocktail des savoir-faire. Le cocktail, hein, la science ne va pas sauver le monde toute seule. Mais il y a un problème de représentativité dans ce cocktail. Et c'est vrai qu'il y a un problème d'inconscience de la plupart de nos politiques qu'il y a des solutions. Alors, la Fédération Biogé se bat pour remettre des sciences dans le primaire, quitte d'ailleurs à avoir des profs du secondaire qui viennent soit former les maîtres des écoles, soit carrément faire des heures d'enseignement, pourquoi pas. Ce qu'on veut, c'est garder des enseignements disciplinaires dans le secondaire. Et là, je dois vous dire que il y a des projets quand même de primarisation du collège avec un prof unique qui ne nous paraissent pas à même de représenter toutes les disciplines clés et de les enseigner avec une qualité suffisante pour le collège. Donc, ce qu'on veut, c'est garder une présence des sciences et de profs de sciences dans le collège et augmenter cette part encore dans le lycée,
et notamment dans les 2 dernières années, première et terminale, où actuellement, il y a un déficit de sciences qui, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des enjeux de demain qu'auront à gérer nos enfants. La France a un beau passé et il faut le préserver. Il faut le préserver et l'amplifier, parce qu'on a bien vu que toute notre connaissance scientifique et toute notre compétence technologique ne nous a pas empêché de foncer tout droit dans des problèmes avec l'agriculture conventionnelle ou dans des problèmes de santé. Donc on a à faire mieux. On a des outils, on a un tissu scientifique bon, dont on aimerait qu'il reçoive les 3% du produit intérieur brut qu'on s'est engagé à mettre dans la recherche. On est à 2,4, hein, pas plus, en comptant le crédit impôt recherche. C'est quand même assez lamentable parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça n'entretient même pas ce qu'on a fait par le passé, alors même qu'on a des défis de la modernité, notamment en santé publique et en environnement, qui nous demandent de faire mieux. Ouais. Eh bien, merci à lui. Beaucoup d'éléments très intéressants ici. Je pense qu'on va avoir le temps de rebondir un peu dessus. Alors, j'invite les différents intervenants à me rejoindre sur scène. Philippe Bertha, Katia Andreetti et puis Stéphane Sauvagère. Alors, je propose de commencer par forcément un petit tour de table et de présentation. Philippe Bertha, vous êtes généticien, député de la 6e circonscription du Gard. Vous avez été cité dans la petite capsule vidéo comme étant un ovni. Présentez-vous, expliquez-nous en quoi vous êtes un ovni. Non, moi je suis d'abord au départ de formation scientifique, effectivement, en sciences de la vie, ancien du CNRS, de l'INSERM et toujours universitaire. J'ai créé quelques diplômes qui sévissent toujours dans le domaine des biotechnologies, en particulier des biotechnologies santé. Je suis aussi un acteur de la culture scientifique depuis plus de 25 ans maintenant à travers l'école de l'ADN de Nîmes que j'ai créée il y a 25 ans et que je préside toujours. Je suis un acteur de développement économique dans le domaine de la santé. Et puis je fais le député, en plus je redouble pour un deuxième mandat pour continuer à creuser le sillon qui m'est cher, qui est celui que Marc-André vient de parfaitement tracer. C'est le sillon bien sûr de la recherche, de l'enseignement supérieur, et je vais jusqu'au bout de la valorisation, du transfert, de la création de valeur et de richesses, en particulier dans un domaine qui m'est cher, qui est celui de la santé, donc dispositif médical, par exemple, diagnostic ou autre thérapie. Donc voilà un petit peu. Donc à l'Assemblée, moi je suis membre de la Commission culture, éducation, enseignement supérieur, recherche. Je suis cette année, et on pourra parler de budget, rapporteur du budget de la recherche, pour avoir été pendant 5 ans rapporteur de l'enseignement supérieur. J'ai été rapporteur de la loi de bioéthique pour la partie recherche. J'ai été aussi, je ne me suis pas fait que des amis, mais je le revendique complètement parce que je sais d'où on partait, mais je sais qu'on est loin du compte. Et Marc-André, là aussi, l'a souligné. J'étais aussi l'un des coprésidents de la mission préparatoire, puis co-rapporteur de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et dans mon actualité du moment, j'ai profité sournoisement d'être rapporteur du budget de la recherche pour préparer, on est en voie de finalisation, un rapport parlementaire que je vais essayer de faire vivre et pas essayer qu'il ne rejoigne pas trop vite une étagère pour y prendre la poussière sur l'état des lieux et des propositions autour de ce que j'appelle, j'ai choisi même l'appellation, la culture scientifique, technologique, sanitaire, j'ai rajouté le mot sanitaire, et industrielle. Voilà un petit peu ma présentation d'un désormais vieux monsieur. Merci beaucoup. Alors, je propose d'enchaîner avec Katia. Donc, Katia Andreetti, vous êtes anthropologue, doctorante aussi à Panthéon-Assas. Je suis anthropologue, je fais mon doctorat sur les biotechnologies de la reproduction. Je suis partie des états généraux de la bioéthique pour arriver à la notion de One Health, c'est-à-dire santé globale, santé sanitaire et environnementale. Et avec Philippe, parce que je suis sa collaboratrice, on travaille sur la culture scientifique. Voilà. Merci. Et puis du coup, on termine avec Stéphane Sauvagère. Vous êtes chargé d'enseignement en biologie à l'université en biotechnologie, biologie, responsable R&D, responsable des formations de l'université de Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
Oui, alors donc je suis chargé d'enseignement à l'université de Nîmes, essentiellement dans les domaines qui recouvrent la biologie moléculaire, l'écologie et également les méthodes donc, de communication scientifique, aussi bien à l'écrit que d'un point de vue oratoire. Ensuite, effectivement, je suis responsable de recherche et de développement, ainsi que responsable des formations en biologie moléculaire et microbiologie, donc à l'école de l'ADN de Nîmes, donc, qui est un institut de formation réalisé donc, qui a pour but soit de promouvoir donc, les sciences au collège, au lycée et auprès du grand public, notamment par des manifestations comme la Fête de la Science, également un pôle de recherche et développement, donc mes activités notamment sont en lien avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ou avec notamment donc, des instituts publics sur Montpellier. Et sur la partie effectivement formation professionnelle, nous intervenons aussi bien auprès de techniciens, d'ingénieurs que de jeunes docteurs, voire même de médecins qui souhaitent donc se performer dans des compétences techniques très particulières en biologie moléculaire notamment, séquençage, NGS, etc. Voilà. Merci. Alors la question qui nous anime aujourd'hui s'intitule « Sommes-nous nuls en sciences ?» On pourrait aussi l'aborder sous l'angle de « Devenons-nous nuls en sciences ?» C'est un constat en tout cas qui a été fait dans la vidéo qu'on a vue par Marc-André Sellos. Est-ce que c'est un constat que vous partagez et auquel vous êtes confronté au quotidien dans le cadre de vos activités ? La bonne nouvelle, c'est qu'on est nul du bas de l'échelle, c'est-à-dire j'allais dire de la maternelle jusqu'au sommet de l'État. Je suis un peu sévère, mais malheureusement, c'est pas très très loin de la réalité. Et ça commence à beaucoup se voir. Alors heureusement, on a beaucoup de belles exceptions qui masquent un peu notre réalité, mais globalement, je vais prendre deux extrêmes, justement. Je vais prendre l'extrême de l'école primaire. Marc-André l'a souligné. Bon, l'école primaire, on a un problème qui est une réalité qu'il faut savoir assumer et vivre avec. C'est que nos enseignants du primaire, plus que la majorité, puisque de mémoire, c'est au-delà de 80%, 85%, sont des enseignants qui viennent des sciences humaines et sociales et pour qui la mathématique ou l'enseignement des sciences n'est pas une vraie première nature. Donc on a une difficulté et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir réfléchir différemment. On a eu la chance avec Katia d'auditionner, je dirais, un grand nombre d'acteurs de la culture scientifique et technologique depuis mi-septembre, d'ailleurs dans les tenants de ce temple qu'est la cité de la Villette. Et les acteurs sont nombreux, donc il va falloir commencer vraiment à réfléchir différemment sur comment on fait bénéficier à notre jeunesse de ces acteurs encore plus avant. Il y a un problème d'organisation. J'ai découvert pendant les auditions que nous avions une structure nationale qui s'appelle le Conseil national de la culture scientifique, mais qui n'a plus de président depuis 2018, dans une indifférence quasi générale, donc il n'y a pas de pilotage. Moi, j'ai trouvé ça juste étonnant. Et si je vais au sommet de l'État, je peux me permettre, puisque c'était en audition publique, donc peut-être pas complètement, mais je vais vous dire un échange avec l'ami Jean-François Delfrécy. Jean-François me disait, tu sais, j'ai fréquenté le sommet de l'État pendant 2 ans, de par ma place de conseil scientifique pour la phase Covid, bien sûr. Je peux attester aujourd'hui, dans tout ce que j'ai perçu, que les 200-300 personnes qui dirigent la France sont des gens qui sont totalement monolithiques en termes de formation et qui, bien sûr, n'ont aucune formation scientifique. Je n'ai pas croisé un scientifique pendant 2 ans. Vrai problème. Et puis, pour aller encore plus haut au sommet de l'État, on est quand même dans un pays qui n'avons pas de haut conseil scientifique qui pourrait très facilement regrouper ce qu'enverraient nos académies pour être les meilleurs d'entre eux dans les différents champs disciplinaires, qui puissent conseiller, peut-être pas quotidiennement évidemment, mais conseiller vraiment le sommet de l'État au niveau Premier ministre et bien sûr, et pourquoi pas Président de la République, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, où cette cellule existe, et elle est plus que consultée. Moi, j'ai appris ça, donc je le redis, Obama par exemple recevait son Scientific Chief Officer tous les jeudis de 15h à 17h, sauf si bien sûr il était en déplacement, pour faire un point. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe, où ça bouge, les sauts technologiques qui sont où, les innovations de rupture, elles traînent où, pour garder cette culture. Nous n'avons pas. Et c'est un vrai handicap dans une société comme la nôtre, qui est quand même bien sûr une société hautement technologique et hautement compétitive.
Et donc la science reste désespérément un parent pauvre. Je trouve que les choses évoluent, la prise de conscience elle est là, en tout cas de la part de tous les acteurs qu'on a pu auditionner, je crois qu'on était tous complètement d'accord, que ce soit des acteurs publics attendus, mais aussi des fondations industrielles, etc. Et la traduction de tout ça, ben moi je reviens sur le volet économique, parce que j'aime bien aussi faire le lien avec l'économie, c'est que la grande majorité de notre jeunesse ne va pas aller vers ces métiers-là, va même éventuellement les éviter. Et pour avoir auditionné dans une commission d'enquête tous les grands secteurs industriels, le leitmotiv, alors c'est vrai dans d'autres domaines, mais le leitmotiv c'est qu'on n'a plus personne pour venir faire l'assistant ingénieur, le technicien ou l'ingénieur dans nos entreprises. C'est un peu gênant, il me semble quand même que essentiellement c'est là que se crée la richesse et la valeur dont nous dépendons tous dans notre niveau de vie. Donc on a un vrai souci, et on a un vrai souci de reconquête. Ça ne va pas être un travail simple, mais bon, rien n'est jamais simple, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'entamer, et ça va prendre du temps, mais il va falloir changer vraiment de braquet et de façon de faire approcher la science. Et je répète aussi, je n'ai pas choisi l'école primaire par hasard, parce que je crois que c'est pas moi qui le crois, c'est les neuroscientifiques. Les neurosciences nous l'ont appris depuis longtemps que les choses essentielles se passent quand même souvent entre 4 et 12 ans. Et c'est là qu'il faut y aller, et c'est là qu'il faut rentrer les données, me semble-t-il. Alors, dans le constat que vous faites, juste pour rebondir dessus, vous faisiez la comparaison avec d'autres pays comme les États-Unis. Donc, d'après vous, ce désintérêt ou désamour partiel pour les sciences, c'est quelque chose qui est très franco-français ou qui est partagé de manière plus globale ? Moi, je pense que c'est très culturel, et donc à partir du moment où c'est très culturel, c'est compliqué. Et ça se traduit. Ça se traduit simplement. Moi, il me semble percevoir depuis bien longtemps que finalement, les deux types de métiers qui sont les moins valorisés dans ce pays, ne serait-ce que si on doit parler en termes salariales, qui est un critère parmi d'autres, mais celui-là est quand même important, c'est comme par hasard les métiers de transmission de savoir et les métiers de création de savoir. Il me semble, enfin, je connais la grille salariale des enseignants, et a fortiori encore mieux celle des chercheurs et des enseignants-chercheurs, c'est quand même très révélateur. C'est-à-dire que notre place d'enseignant-chercheur ou de chercheur dans la société, elle est un peu sur le côté. Moi, j'ai vécu le système anglo-saxon, soit que pendant 2 ans en Angleterre, où le scientifique, c'est d'abord la personne écoutée en premier. Et en plus, notre situation, c'est pas vraiment un rejet avec la phase Covid, parce que là encore, les études qui sont sorties nous apprennent que les scientifiques, et donc la recherche de façon plus globale, sont sortis plutôt par le haut dans tous les pays de la phase Covid, sauf un pays, la France, où le taux de confiance de la parole scientifique est en recul de 25%. Donc on a encore gagné encore plus de travail à produire pour essayer de reconquérir effectivement notre population. Merci. Alors je rebondis avec vous, Stéphane. On a notamment parlé des élèves, des étudiants. Vous, dans votre quotidien, finalement, comment est-ce que vous ressentez leurs attentes ? Déjà, avant de parler de leurs attentes, il faudrait revenir aussi à leur... Il ne faut quand même pas avoir peur des mots, c'est de revenir à leur niveau. Parce que quand bien même, lorsque, effectivement, avec notamment au fil des années, toutes les nouvelles, les programmes qui ont été mis en place au lycée dans les nouvelles réformes font qu'aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent en première année de fac ou d'école d'ingénieur, ils n'ont pas du tout le niveau scientifique, notamment lorsqu'on regarde entre 1994 et 2004, suite à la rénovation pédagogique mise en place par François Bayrou et Jacques Lang à l'époque. Il faut quand même savoir qu'il y a eu 12% d'élèves en moins en SVT, 30% d'élèves en moins qui prenaient des maths. Ensuite, avec la réforme Blanquer de 2019, on voit assister en même moins de 3 ans 38% d'élèves en moins qui prennent des maths et de la physique-chimie, 50% en SVT. Donc il y a un problème de niveau, il y a un problème de transdisciplinarité énorme, et effectivement le professeur Sellos le met en évidence. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, on est dans le salon Biomime Expo, et on constate bien aujourd'hui que tout ce qui est biomimétisme, c'est quoi ? C'est que de l'interdisciplinarité. Donc là, il y a un gros problème là-dessus. Bon, pour revenir au niveau... et aussi surtout de la demande des étudiants. Ça, je veux dire, c'est un peu comme tout le monde. C'est ceux qui veulent un emploi après leur diplôme. Forcément. Mais force est de constater, et c'est quand même bien malheureux, que le domaine de la biologie, des sciences de la vie, est quand même l'un des domaines les plus porteurs
au niveau de l'emploi. Je parle même d'écologie, souvent on bat un peu l'écologie, mais pour citer que la société Biotope, je veux dire, des offres d'emploi, il n'en manque pas chez eux. Donc, je pense que les étudiants aussi demandent un accompagnement peut-être plus important et une orientation plus importante dès aussi le lycée. En seconde, à des élèves de 15 ans, on leur demande de s'orienter. C'est quasiment impossible. Orientez-vous. Oui, mais moi, je ne sais pas comment faire. Donc, il y a ce problème-là. Donc un problème à la fois de nombre d'étudiants, mais aussi de niveau. Finalement, c'est un double problème qu'il faut réussir à adresser. Totalement. Aussi bien le nombre d'étudiants que le niveau. Et puis, bon, c'est pas pour casser du sucre sur le secondaire, mais j'ai quand même envie de dire qu'il y a un gros problème aussi de cloisonnement des disciplines. On ne donne pas envie aux élèves, au niveau notamment des sciences, d'en faire, tout simplement parce que chacun tire la couverture sur lui en disant « ma discipline est mieux ». Ça, c'est un gros problème parce que finalement, vous n'avez pas envie de rentrer dans un domaine où vous vous dites finalement, je ne peux pas travailler en symbiose avec les autres. Donc ça, c'est aussi un des problèmes majeurs qu'il faut mettre en évidence au lycée. Merci. Katia, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce que ça dit de nous, ce désintérêt pour les sciences ? Des auditions qu'on a menées, je pense qu'il y a un problème de représentation déjà de ce que c'est que la culture scientifique. Elle fait partie intégrante de la culture dans son entièreté. On a oublié l'histoire des sciences et l'histoire des technologies, ce qu'elles ont créé en France et comment elles ont développé à la fois l'aspect sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire des Lumières, l'histoire de la démocratie, et l'histoire des technologies et des techniques, alors qu'elles sont pourtant liées. On prend toutes les avancées météorologiques, toutes les avancées technologiques et médicales, elles sont liées par, d'un côté, les savants et de l'autre côté, les scientifiques en sciences fondamentales. Et le problème, c'est le cloisonnement des disciplines. Le savant, d'un côté, un peu enfermé dans sa bibliothèque, et le chercheur en sciences, qu'on peut dire sciences dures, dans son laboratoire avec sa blouse. Or, nous, on travaille à deux sur les mêmes sujets. Philippe est généticien, je suis anthropologue. On n'a pas le même regard et on prend le même sujet. Et ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, on le positionne en politique, et en tout cas dans les politiques publiques. Décloisonner déjà les sciences entre elles, changer le rapport que nous avons envers nos confrères ou nos consoeurs dans les disciplines est déjà important. Un sociologue peut très bien travailler avec un mathématicien, un biologiste peut travailler avec des historiens. Quand on voit les études qui sont menées pluridisciplinaires, si la science ne fait pas bloc déjà à l'intérieur, je pense que c'est difficile ensuite de se faire entendre et au niveau des dirigeants et au niveau de la société. Merci. Alors, on a tiré pas mal de constats, notamment on a parlé du primaire, du secondaire, de comment je peux peut-être en rajouter un, parce que Bien ça sûr. me revient. Ce matin, comme chaque année, dirais-je, il y a des rituels comme ça vis-à-vis des responsables des grands groupes publics. Nous auditionnions Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avec ses difficultés budgétaires. Et elle nous a sorti effectivement un chiffre qui laisse songeur, qui est une étude très récente. Je ne connais pas l'étude, je ne peux pas la citer, je ne sais pas où elle a été publiée, etc. Mais enfin, bon, j'ai tendance à croire la présidente de France Télévisions. Plus de 80% des jeunes Français adhèrent à minima à une thèse complotiste. Voilà aujourd'hui aussi ce à quoi conduit cette incurie et notre incapacité de développer, de transmettre notre science aux nouvelles générations. Et alors, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Par quoi on commence ? Parce que finalement, là, on se rend compte que le chantier est, somme toute, colossal. Est-ce qu'on a déjà des réponses, entre guillemets, faciles sur lesquelles on pourrait intervenir, ou on est vraiment sur un chantier de fond de bout en bout ? Alors moi, je n'ai pas de recette miracle, et puis bon, je ne vais pas révéler ce qu'on mettra dans la conclusion de notre rapport. D'abord, il n'est pas passé par la moulinette de l'Assemblée, donc il va falloir être encore un peu patient. On sait bientôt, puisque c'est de mémoire le 2 novembre, donc ça sera vite édité et publié. Moi, je pense qu'on a les gens de passion, on a les acteurs. Je crois beaucoup à un problème d'organisation. Il y a aussi des portes qu'on arrive à pousser. Là aussi, je vais tomber encore dans l'exemple à 6 francs 6 sous.
On a auditionné, par exemple, vous la connaissez probablement, Audrey Dussautour, qui est notre collègue directrice de recherche au CNRS à Toulouse, qui est notre fameuse Madame Blob. Donc ce Blob a fait parler beaucoup de lui, parce que c'est un modèle intéressant. Il faut trouver comme ça, et puis en plus, quand vous rajoutez la tronche de Thomas Pesquet derrière, là, vous savez que les portes s'ouvrent et qu'il n'y a plus de difficultés. Elle nous racontait, mais très sérieusement, qu'elle n'a eu aucune difficulté à convaincre les agences, les agences effectivement spatiales pour faire partir ce blob dans l'espace. Elle a eu 10 à 20 fois plus de difficultés à se faire ouvrir les portes des écoles auprès des directeurs pour essayer de rentrer le blob dans les écoles. Donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de barrières à faire tomber, à ouvrir. Il va falloir passer peut-être être un petit peu directif. Il va falloir, moi je suis émerveillé par le nombre d'acteurs en culture scientifique. Émerveillé parce qu'il y en a un nombre incroyable sur notre département qui est loin d'être un département socio-culturellement très propice puisqu'on n'a pas de grande ville universitaire, on n'a pas de grand laboratoire. Moi, on a dénombré au moins déjà une douzaine d'associations qui font ce qu'elles peuvent dans leurs petits coins, etc. Alors, il y a les fameux CCSTIF, je ne vais pas vous faire tout le panorama, mais les acteurs existent. Il va falloir simplement, bon, bien sûr, peut-être à un moment donné, contrôler la qualité du discours tenu par les acteurs, voir le process. Moi, je crois beaucoup ce que les anglo-saxons appellent le learning by doing. Je crois beaucoup à l'expérimentation qui amène à la question et à la réflexion et aussi à l'étonnement. Il va falloir, bien sûr, aussi leur donner des moyens et aussi vraiment faire en sorte que pas une école de ce pays, et je ne vois pas pourquoi il en serait différemment, puisse échapper à l'arrivée, je ne sais pas moi, de la main à la pâte des petits débrouillards de l'école de l'ADN ou d'autres, 2 jours par an dans leur école qui viennent jouer les battleurs de la science. Je crois beaucoup à ça. Et je pense que c'est faisable. Probablement un peu plus de moyens à y mettre là encore, mais ce n'est pas des moyens énormes. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Et j'allais dire, même dans l'enseignement, je n'étais pas très bon en mathématiques, donc je ne suis pas, mais même dans la façon d'enseigner la mathématique, on a peut-être aussi à réfléchir. Moi, je lance comme ça des trucs, comme je dis toujours, il faudrait peut-être parler un peu plus de mathématiques appliquées, c'est-à-dire partir de l'application et puis remonter éventuellement aux 2-3 équations qui ont permis de faire voler une fusée ou qui font voler un avion. Il faut réfléchir nos pratiques, il faut rassembler les acteurs, les transformer en véritables commandos, parce que je pense que la situation est grave et qu'on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. Et puis, il faut embarquer tout le monde sur la culture scientifique. On parlait de problèmes de transdisciplinarité, mais ce pays en silo, il faut en sortir, quoi. La culture scientifique, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bien sûr que c'est lui. Mais c'est aussi le ministère de la Culture. Mais c'est aussi le ministère de l'Éducation. Mais c'est aussi l'Europe. Mais c'est aussi le ministère de l'Industrie. Vous voyez, moi j'ai découvert, je vais vous dire ma grande naïveté, pour avoir été acteur maintenant par procuration de la fête de la science depuis l'origine. J'ai compris qu'en novembre, il y avait la fête de l'industrie. Je ne le savais pas, je vous l'avoue. On n'est pas dans une région très industrielle, donc nous, on n'a pas droit, probablement. Mais je me dis, déjà, voilà quelque chose, je trouve, d'assez bête, parce qu'on a le problème de relancer cette fête de la science, de vraiment lui donner une autre ampleur, une autre démarche peut-être, mais pourquoi pas finalement la fusionner avec une fête beaucoup plus ambitieuse qui associe l'industrie. Et partir d'un produit industriel ou d'un process et remonter à la recherche qui a conduit à ça. Et si j'associe le monde de l'industrie plus le monde de la recherche de l'enseignement supérieur, je suis convaincu que là, par contre, j'ai une force de frappe totalement différente pour faire une semaine qui, réellement, pourra aller toucher, même dans une zone plus rurale, où il y aura toujours une petite activité d'agroalimentaire, il y aura toujours un process à découvrir, quelque chose à expliquer. Donc voilà, donc c'est plein de chantiers qu'il nous faut lancer vite, avec d'autres moyens. Et comme je l'explique, en tout cas, pour revenir un peu à la structuration politique, en interministériel. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a une urgence. Et que cette urgence, eh bien, il va falloir que tous on retrousse les manches et qu'on arrête. Vous voyez, moi j'ai défendu l'an dernier un problème de budget du Muséum d'histoire naturelle de Paris. J'ai désespéré. Ils avaient un problème de non-billetterie pendant 2 ans à cause de la Covid. Premier point, plus un bâtiment un peu en péril et qui ne pouvait plus faire visiter. Moi j'appelais la rue Descartes l'enseignement supérieur. Ben non, Philippe,
Tu vas aller rue de Valois, côté culture, j'ai appelé la culture. Ben non, c'est pas nous, c'est vraiment la rue Descartes. Pourquoi ils t'ont envoyé ici? Bon, maintenant, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, il faut sortir de ça, de cette structuration, et faire de la transversalité, et puis convaincre que l'urgence est là, et qu'il faut qu'on se trousse les manches, et qu'on y mette vraiment d'autres moyens. Merci. Alors là, du coup, on a un peu abordé la partie comment on peut penser de manière un peu plus systémique, restructurer quelque part, créer le lien entre l'industrie, les étudiants, le secondaire et puis le travail scientifique. J'aimerais revenir un peu plus sur le fond. On a abordé certains aspects. En tout cas, il y a des éléments qui reviennent. Moi, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Étienne Klein, au sein de laquelle il me disait, finalement, alors moi je me souviens bien de cette discussion, lui probablement pas, mais ça m'avait pas mal marqué. Il parlait notamment du fait qu'aujourd'hui, il y avait probablement beaucoup plus de sachants que ce qu'on imaginait. Et finalement, la conclusion, c'est de dire, si on prend les gens dans cette salle, alors je ne vais pas poser la question, mais globalement, je suis sûr que si on leur demande est-ce qu'ils connaissent E égale MC2, ça va leur parler. Mais que finalement, si on leur demandait qui est capable d'en faire la démonstration, je pense qu'on aurait moins de mains levées. Et si on allait encore plus en demandant, mais est-ce que quelqu'un peut nous expliquer, ou qui peut nous expliquer, quel est le contexte historique dans lequel on est arrivé à cette conclusion, comment on a exploité cette équation par la suite, là, généralement, il n'y avait plus grand monde. Donc finalement, c'est de dire aujourd'hui, quand on va commencer à traiter des concepts scientifiques, ils arrivent souvent à se diffuser, mais on se trouve avec des espèces d'axiomes, des coquilles vides dans lesquelles on n'a plus le fond qui est derrière. Et finalement, le risque, c'est de tomber dans une forme de croyance scientifique. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Je pense qu'il faut en fait revenir à la pratique. C'est-à-dire que maintenant, l'enseignement scientifique, et je vais encore parler du collège et du lycée, mais tout commence aussi là. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours sur de la théorie. Et aussi avec la baisse du volume horaire alloué à chaque discipline scientifique, on est en première avec ce qu'ils appellent l'enseignement scientifique en commun. Ça, c'est super comme truc. C'est 2 heures par semaine d'enseignement scientifique pour les 3 disciplines scientifiques, SVT, physique, chimie et maths. Autrement dit, ça veut dire que vous avez maths 10 heures à peu près dans l'année pour des premières. Donc comment voulez-vous faire de la pratique? C'est impossible, vous n'avez pas de volume horaire alloué. Et il faut quand même savoir aussi, j'en discutais avec notamment des professeurs du secondaire, ils ont une enveloppe budgétaire de 800 € par an pour pouvoir acheter du matériel et faire des expériences. Moi, quand j'étais encore au lycée, j'ai eu la chance d'être paumé à Rodez pour faire mon lycée. Eh bien, on allait sur le terrain, on faisait des expériences. Aujourd'hui, de moins en moins dans les lycées, vous avez ça. Comment voulez-vous comprendre des concepts sans mettre la main à la pâte, si j'ose dire, et voir, comprendre en faisant de la pratique du terrain? Ça, c'est là que tout joue dans la science. Ce n'est pas de sortir des théories tout le temps. Il faut voir aussi et comprendre. C'est le raisonnement scientifique. Touché. Je pense aussi qu'il y a 2 choses pour faire culture. Il faut aussi, donc, ce qui est à la base en anthropologie, c'est créer des rites, créer des cérémonies, des lois. Et donc, il faut vraiment créer un habitus scientifique au cœur de la société tous les jours. Changer peut-être le paradigme et dire aux gens qu'en fait, ils font de la science tous les jours au quotidien. Quand on cuisine, on fait de la science, mais on ne le sait pas. Quand on fait de la mécanique, on fait des technologies et de la science. Et peut-être que de dire, prendre la question qu'on a pour ce débat à l'envers, nous sommes nuls? Non, nous ne sommes pas nuls, je ne pense pas. Je pense qu'il faut juste expliquer aux gens, et les jeunes ne sont pas bêtes, mais leur apprendre différemment. Pourquoi on apprend Pythagore? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Pourquoi on apprend l'esprit civique, l'esprit critique, pardon? Ça sert à quoi? Justement à ne pas tomber dans le complotisme, et que si demain je ne veux pas me faire vacciner, j'ai les clés pour ne pas me faire vacciner, en âme et conscience, avec une véritable base scientifique, et ensuite un libre choix, un libre arbitre. Je pense que c'est surtout la manière dont on aborde les gens. Arrêtez de croire qu'ils ne savent pas. Ils savent, mais ils ont tellement un flux d'informations aujourd'hui qu'ils n'arrivent plus à la trier, finalement, et pensent qu'entre les élites qui font des études supérieures, à qui c'est réservé une certaine classe sociale, et notamment aux garçons, parce que c'est très difficile d'être une femme et une jeune femme en sciences et en politique. Je pense que ce serait déjà un meilleur prisme pour changer le rapport à la science. Merci. Vous voyez la richesse des débats entre un parlementaire scientifique et une collaboratrice issue des sciences humaines et sociales.
puis des journées très très paisibles, mais en tout cas très passionnantes. Je rebondis partiellement dessus. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que par essence, nous sommes tous curieux et créatifs. Finalement, l'enseignement des sciences, c'est d'essayer d'appréhender un peu le monde qui nous entoure. Est-ce qu'il y a une question plus intrigante que celle-ci? Dire que finalement, fondamentalement, il n'y a pas de barrière à l'enseignement des matières scientifiques. Néanmoins, quand on parle d'enseignement scientifique, il y a potentiellement deux enjeux. Alors, on va pouvoir débattre de est-ce qu'ils sont différents. Alors, ils ont probablement des synergies, mais il y a à la fois la formation de la démarche scientifique qui va permettre de former des scientifiques. Puis il y a aussi la formation de la culture scientifique, typiquement ce qu'on a, notamment on parlait du secondaire. Est-ce qu'il faut les aborder différemment ou il faut les attaquer un peu de front en même temps? Il y a deux mots-clés qu'il faut. Le mot central, le numéro un, c'est la curiosité. Il faut entretenir la curiosité dès le plus jeune âge sur des questions très simples. Pourquoi le soleil brille? Pourquoi une plante verte te pousse, etc. Et cette curiosité, il faut vraiment l'introduire en permanence, s'arrêter dessus et la cultiver. Après, vous parlez de démarche scientifique, c'est aussi ce que Marc-André a dit tout à l'heure. On a un problème aussi d'expliquer ce qu'est la démarche scientifique. Et la démarche scientifique, je crois qu'on en est tous d'accord, le mot-clé de la démarche scientifique, c'est le doute. Et c'est terrible, on est dans une société hyper connectée, avec des accès à des réseaux divers et variés en permanence, et on veut tout de suite la réponse. On veut la réponse là. Il y a pas, et on n'accepte plus la non-réponse. Donc on va trouver une réponse, sans se soucier d'ailleurs si elle est bonne ou pas, on va la faire sienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Covid se doit d'être un révélateur et un accélérateur. Maintenant, c'est pas gagné, mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant la phase Covid. Moi, j'ai présidé, c'était un grand mot, parce que ça m'a permis de passer un premier confinement très heureux dans ma chambrée dans le sud de la France, à auditionner tous les collègues que j'avais repérés ou qu'on m'avait conseillé ou que je connaissais bien. Je pense à des Philippe Sansonetti, à des Alain Fischer, ou même déjà, même s'il n'était pas missionné à l'époque, Jean-François Delfrécy. Et en fait, ce qui s'est passé très rapidement pendant la phase Covid, c'est que les scientifiques, les grands scientifiques qui font l'infectiologie, qui font la virologie, mais a fortiori aussi l'immunologie, on les a, je ne sais pas si les gens l'ont bien perçu, on les a rapidement, on les a très très peu vus, voire pas du tout, ou en tout cas si on les a vus, on ne les a pas vus longtemps. Parce qu'ils ont eu une faiblesse qui, justement, leur qualité, ça a été de dire « je ne sais pas ». Coronavirus, je ne sais pas. On ne sait pas. Il va falloir apprendre, comprendre, étudier. Il va falloir accepter l'idée du temps long, parce que la recherche en sciences de la vie, c'est toujours du temps long. Eh bien, face à ça, vous avez eu un monde journalistique qui, dans la majorité des cas, n'a pas accepté le « on ne sait pas ». Donc, ils ont vite zappé ce type d'interlocuteurs qui étaient les bons, qui étaient ceux au moins qui savaient de quoi ils parlaient, pour un autre type d'interlocuteurs qui, eux, avaient, alors par contre, à tous les coups, réponse à tout. Et puis qui, en plus, souvent, bien sûr, n'avaient pas la même réponse que le voisin, donc ça permettait d'entretenir une espèce d'acrimonie, enfin, en tout cas, de buzz permanent sur les plateaux de télé, et qui a fini définitivement à faire perdre toute crédibilité à tout le monde. Donc, ce maintien de la curiosité, plus la culture du doute et la compréhension du doute et de la démarche scientifique, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, bien sûr, à mon sens, en tout cas, dans la perception et dans ce que nous devons faire autour de la culture scientifique pour aujourd'hui et pour demain. Donc au plus jeune âge, et puis à entretenir tout au long des cursus et tout au long de sa vie même, finalement. Alors je vois que le temps passe, et je pense que ça serait aussi intéressant qu'on puisse avoir quelques questions de l'Assemblée. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous se sentent prêts à prendre la parole et à poser à nos intervenants les questions qui leur passent par la tête. Alors le temps qu'il y en ait qui s'identifient, j'avais une question. Finalement, au cours du temps, de par l'histoire des sciences, il y avait toujours eu une espèce de cercle vertueux de synergie entre recherche, découverte scientifique et progrès sociétal. C'est un élément qui commence à être un peu remis en question. On parle beaucoup justement dans le cadre du changement climatique, de l'impact qu'ont eu le développement des technologies issues des découvertes scientifiques dessus. Est-ce que ça peut aussi être une raison, alors évidemment partielle, un peu de cette
cette perte d'intérêt pour les sciences en tant que telles? Je pense quand même qu'il y a quelque chose de paradoxal. C'est quand on parle de crise climatique et de crise environnementale, on ne parle pas des chercheurs. Alors que ce sont eux qui alarment depuis des années, mais eux, tous confondus. On travaille sur aussi la question polaire, sur les coraux, et bizarrement, personne ne communique. On parle de la finalité, comme pour la médecine, on parle des médecins, on parle des soignants, mais on ne parle pas de tous les biochercheurs qui ont trouvé le vaccin. Enfin, ça vient quand même d'une Française qui s'est exilée aux États-Unis. On n'en parle pas. On a fait des héros, ceux qui sont sur le devant de la scène, des politiques, des médecins, ce qui c'est tout à fait louable pour ces derniers. Mais on ne parle pas des scientifiques qui ont passé des nuits entières à travailler sur ces sujets en sciences dures, et toutes les sciences humaines qui ont travaillé aussi en silo, notamment par exemple pendant la crise des Gilets jaunes, avec le complotisme, pour essayer de faire adhérer d'une autre manière et faire des enquêtes de terrain. Et c'est la même chose pour le journalisme. Quand on regarde, vous prenez Le Monde, Libé, les grands journaux, il y a une case, toute petite case qui vient après. Alors ça se développe, c'est une très bonne chose, mais qui vient après, c'est la case science dans Le Monde. Quand on prend les émissions de radio, c'est pareil, c'est pour nous. C'est nous qui écoutons France Culture et France Radio, et ce ne sont pas les personnes qui en ont besoin. Donc elle doit être la base, la chape de l'information journalistique au quotidien déjà. Ça ne doit pas être une case à côté qu'on demande si on a une famille ou une communauté qui nous y emmène. La science doit aller chercher les gens, c'est pas l'inverse, je pense. Alors on disait on n'en parle pas, alors dans le constat, à votre avis, pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas? Parce qu'on a quand même une image qui n'est pas celle des stars des réseaux sociaux. Le scientifique ou la scientifique n'est pas celle qui a besoin d'être sur le devant de la scène. Ça, c'est le politique. Ça, c'est un autre registre. Donc c'est à l'image de la science qui doit changer, et à ces chercheurs qui doivent tous prendre conscience que la recherche a aussi un rôle à jouer pour la démocratie et pour la santé de demain, surtout. Ce qui veut dire qu'il y a un espèce de double besoin, à la fois de pousser les scientifiques, les chercheurs à sortir un peu de leur zone de confort, mais aussi d'avoir plus de relais, plus de vulgarisateurs. Oui, il faut les deux, mais pour pousser les chercheurs à aller vers l'autre, il faut aussi que ça fasse partie de leur formation. Il faut qu'on leur explique comment mettre ça aussi à profit. Je suis anthropologue et travaille avec des industriels. Je pense que les 3/4 de mes pairs m'ont déjà renié. Voilà. Mais pour revenir sur la notion de progrès lié à la science, bon, je ne suis pas sûr qu'on soit susceptibles les uns les autres de renoncer à grand-chose de ce qu'on a acquis via ce progrès scientifique. Bon, après, la science, c'est compliqué. Moi, je vais citer quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître un petit peu, Axel Kahn, qui disait toujours dans beaucoup de débuts de ses conférences, quand l'homme a créé le fer, on a vu plein d'applications, on n'a pas imaginé immédiatement que la première chose qu'il ferait, c'était effectivement se doter d'un couteau pour planter dans le dos de son voisin. Donc on voit bien effectivement que toute évolution scientifique, il y a le blanc et le noir, et la question c'est comment se protéger du noir et bénéficier du blanc. Par contre, là, on est dans un moment sociétal, moi, qui me paraît, enfin, c'est mon avis, hein, je le partage comme dirait l'autre, dans un moment sociétal intéressant parce qu'on est aujourd'hui arrivé à un tel niveau de difficulté, et on le voit bien sûr sur le climat, on le voit sur l'environnement, sur la pollution, et puis on le voit sur la partie sanitaire, parce que imaginez qu'on va s'arrêter au SRAS Covid-2 d'aujourd'hui, c'est un doux rêve. Katia parlait des observations qu'on connaît tous sur la fonte, par exemple, de l'Antarctique, avec la réémergence de virus oubliés depuis longtemps. Et puis on voit bien que nos amis chauves-souris allaient très très bien avec leur coronavirus tant qu'on ne les embêtait pas. Mais comme on a eu l'intelligence d'aller les embêter, eh bien, finalement c'est une forme de vengeance de leur part. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est confronté à de telles grandes questions qui sont des questions qui sont du ressort de... On en a encore pour longtemps, nous, espèces humaines, ce n'est pas des petites questions. Moi, je suis par contre totalement convaincu que la réponse viendra de la science ou elle ne viendra pas. Et c'est un moment où, justement, nous devons, nous, collectivités scientifiques, le faire comprendre pour obtenir et exiger
de passer à autre chose que 2,4% du PIB, par exemple, mais ça, c'est juste qu'un exemple. Et puis aussi travailler différemment. Moi, j'en profite pour caser plein de messages qui sont des choses auxquelles je suis très sensible depuis longtemps. Je reviens sur ma notion de silo. À un moment donné, on a progressé, mais enfin, ce continuum dont vous avez parlé, qui va de la recherche fondamentale jusqu'à l'application. Alors moi, dans le domaine du médicament, je peux tout vous raconter. Ça fait 5 ans que j'ai le nez dans les dossiers et que je travaille là-dessus. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut que ça devienne une évidence. Et ça l'est toujours pas. On est toujours dans la série choisis ton camp camarade, tu vas dans le fondamental, tu es un puriste, c'est bien, tu vas dans le privé, c'est que tu as envie de gagner du fric. Il faut arrêter ces clichés inouïs qui n'existent que chez nous. Moi, comme je dis toujours à mes étudiants, un grand biologiste qui a réussi aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, il a à tout moment un pied dans le public et un pied dans le privé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il arrive à un salaire beaucoup plus décent que celui de nos scientifiques. Merci. Alors, est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui. Oui, une petite question, alors que c'est un petit peu complémentaire, je pense que vous avez dit, et je rebondis sur une remarque qu'avait fait Marc-André Sellos, notamment au niveau de la règle de 3. Moi, je suis dans la formation continue, pour adultes. Et ce que j'ai constaté, c'est, bon, effectivement, dans les adultes, très très peu connaissent la règle de 3 ou savent l'appliquer. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte, à travers différentes personnes, c'est que lorsqu'on écrit les choses, même si c'est difficile, les gens arrivent à peu près à suivre. Dès qu'on parle de manière abstraite, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus les choses, et donc ils ne voient plus quelque chose, même sur des éléments simples, là ils sont perdus complètement. C'est ce que j'ai constaté. Et là, du coup, je me pose une question, c'est on vit dans un monde de l'image fugace, qui n'arrête pas de changer. Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer cette faiblesse qu'on peut avoir de voir des concepts qui peuvent être un peu compliqués, voire de ne plus pouvoir se concentrer et donc de ne plus pouvoir être surpris. Or, la science, moi je pense qu'on est un certain nombre. Si on est venu à la science, c'est parce qu'il y a des choses qui nous ont émerveillés, il y a des choses qui nous ont interrogés, et on n'arrive plus à créer ça parce qu'on n'arrête pas de passer d'une chose à l'autre. Un exemple que je prends aussi, c'est l'observation, parce qu'effectivement on a parlé de toucher tout à l'heure, mais déjà on a des yeux. Et l'observation, c'est pas la prise de photo. Je dirais quand je veux voir un détail d'un arbre, d'un caméléon, de tout ce qu'on veut, si je prends le temps de le dessiner, je l'observe, j'apprends plein de choses. Si je le photographie, en fait, très souvent, je range l'image, j'en reviendrai peut-être dessus éventuellement plus tard. Et du coup, je me pose la question, quelque part, est-ce qu'au niveau du primaire, il ne serait pas intéressant de faire parfois dessiner aux enfants des choses qu'ils voient, ce qui leur permettrait peut-être de prendre le temps de les observer, et peut-être, par exemple, de se concentrer, et ainsi de suite. Enfin, c'est juste un petit élément. Mais c'est vrai que le monde de l'image, aujourd'hui, quand même, fugace, nous envahit beaucoup, et je pense qu'on est en train d'en subir les conséquences. Effectivement, je rejoins effectivement vos propos totalement. Il faudrait revenir en fait à une notion, en fait, il faut revenir comme Charles Darwin, hein, être totalement naturaliste, observer, constamment observer, apposer les idées sur le papier avant effectivement d'en aboutir à des théories ou autres. Donc effectivement, revenir à l'observation, revenir à l'expérimentation également. Et ça, effectivement, de faire toucher ça aux élèves depuis le plus jeune âge, c'est effectivement le mieux. Mais je vais revenir aussi sur les propos de Katia Andretti. Effectivement, on peut le faire de façon très simple. Faire du pain, c'est tout simplement faire de la biotechnologie. On est avec des levures, on fermente, on fait du pain. Finalement, là, on a un aspect pratique, simple, et on donne aux élèves l'envie de comprendre ce qu'il y a autour d'eux. Sans en fait effectivement ouvrir leur portable et hop, oh tiens le pain, c'est fait comme ça. Oui, mais en fait on ne sait pas comment c'est fait. Merci. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres mains levées. Oui. Oui, bonjour, Bertrand Montfort, correspondant régional en Occitanie de CBIOS. Je suis particulièrement intéressé par la présence de Philippe Berthat, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à l'époque de l'école de l'ADN. Et donc en tant que correspondant à l'échelle d'un territoire, je me heurte depuis 3 ans maintenant au manque de réceptivité des responsables des collectivités territoriales pour justement s'emparer de cette question de l'appréciation des sciences. La fête de la science, bah oui, c'est un outil. Comment agir à l'échelle du territoire? Est-ce que c'est pertinent d'aller solliciter une région pour lui dire faites quelque chose pour que la culture scientifique se développe, que l'interdisciplinarité transpire non seulement dans les laboratoires de recherche, mais qu'elle
qu'elle suscite aussi le développement de nouvelles pédagogies, nouvelles pratiques par l'expérimentation et tout ça. Merci. Oui, bonjour d'abord. Oui, c'est pertinent parce que de toute façon, c'était une volonté qui a été affichée par le politique. Alors, j'ai plus la date en tête de cette décentralisation et de création des CCSTI, mais on est au début des années 2000. 2013. 2013. Bon, là encore, c'est d'ailleurs, ça fait partie de ces milliers de décisions politiques qu'il faudrait un jour savoir évaluer, parce que l'évaluation n'a jamais été faite. Donc, c'est peut-être une future mission qu'on va embrasser si on y est autorisé. En tout cas, oui, ce sont les régions. Les fameux CCSTI, ce sont les régions qui s'en sont emparées. Alors, moi, je ne peux pas critiquer ni en bien ni en mal, parce que je pense d'abord que c'est très inégal sur le territoire, en fonction des régions, en fonction des envies de tel ou tel. En tout cas, ça mériterait d'être vraiment regardé. Comment il faut à un moment donné, comme je dis toujours, il faut quelque part un vaisseau amiral. Bon, le vaisseau amiral, on le voit quand on a Universcience, on voit le vaisseau amiral. Ou alors après, il faut effectivement des représentants de ce vaisseau amiral sur le terrain, au niveau régional, et puis après de la région, il faut aller je reste vraiment au tréfonds du territoire, dans l'extrême ruralité. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire, parce qu'on est des vilains petits canards à l'école de l'ADN, on a toujours été très, très autonomiste, indépendantiste en tout cas. C'est-à-dire qu'on a essayé on a monté un modèle de culture scientifique qui est un peu particulier, parce que comme on voulait garantir notre autonomie dans notre façon de transmettre et d'agir autour des mots qui nous sont chers, puisque c'est notre formation de la génétique, de la génomique, par exemple, et aujourd'hui, bien sûr, par exemple aussi de l'édition génomique, pour se garantir et se prémunir et garantir cette autonomie et cette liberté, on a développé peu au prou au fil des années un modèle mixte. Comme je dis toujours, pour pas aller tendre l'écuelle en permanence pour essayer de gratter 3 francs 6 sous et survivre et non pas vivre et pouvoir se développer, on a une activité mixte, c'est-à-dire qu'on fait de la formation, on est organisme de formation autour des mots que je viens d'indiquer, et par l'argent que nous rentrons par la formation, et j'en remercie certains représentants de nos financiers quelque part ici, eh bien ça nous permet de garantir, de poursuivre l'information accessible, libre et gratuite et pour tous. Voilà comment on effectue. Donc ce qui fait que les strates organisationnelles de la culture scientifique sur le terrain, pour l'instant, je les connais très très peu. Ce que je sais en tout cas, c'est que ça reste compliqué, parce que ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'interministériel au niveau national, vous le voyez aussi au niveau local. J'habite une ville relativement pauvre, on va dire, mais qui a la chance d'abriter un muséum d'histoire naturelle. Pas tant que ça finalement sur le territoire, donc c'est un pont, enfin ça peut être un outil absolument fabuleux. Je dois dire que ce muséum n'a pas vu un centime d'investissement depuis les années 70. Parce que quand vous allez parler de votre appétence et de votre envie de développer la culture scientifique sur le local, là je passe de l'échelon régional à l'échelon municipal, la municipalité, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Elle va vous répondre ouais, ça ne nous intéresse pas, c'est pas politiquement porteur. Parce que le compte est vite fait, hein. Moi, le monde politique que je regarde un peu avec une vision un peu extérieure, c'est combien de voix, point barre. Le reste c'est subalterne. Et donc la culture scientifique ne sera jamais une priorité locale. Ça sera, suivant les villes, le théâtre, l'opéra peut-être, dans d'autres, le taureau parfois, quand on vient de Nîmes forcément, et jamais la culture scientifique. Donc on a là aussi, et en plus vous dépendez de l'adjoint à la culture, qui vraiment, lui, n'a pas été adjoint à la culture pour une appétence particulière pour la culture scientifique. J'en connais pas, je n'en ai jamais vu, moi. Moi, j'en ai vu passer des adjoints à la culture dans ma cité, de valeur inégale probablement, mais enfin, en tout cas, bon, celle qui est adjointe à la culture en ce moment, je la connais particulièrement bien, c'est ma belle-sœur. C'est pour vous dire. Bah, elle, c'est l'art contemporain et le design. Donc voilà, elle est activée sur l'art, ce que je comprends. Mais quand je lui parle culture scientifique, et il a la chance d'avoir un muséum dans une ville comme Nîmes, alors qu'il n'y en a pas à Marseille, il n'y en a pas à Aix-en-Provence, il n'y en a pas à Avignon, il n'y en a pas à Montpellier, que ça crée vraiment quelque chose de fort et de marquant pour le territoire si on sait bien l'utiliser, insensibilité totale.
Donc c'est très, très, très compliqué l'organisation territoriale de la culture scientifique. Vraiment très, très, très compliqué, et ça mérite certainement d'être, en tout cas, évalué, un petit peu investigué, et puis éventuellement, bon, ça, le parlementaire, il a toujours envie de ça, hein, et réformé. Merci. On arrive au terme de cette heure. On a abordé des thématiques diverses et variées, à la fois sur l'organisation, la structuration, mais aussi sur la quête de sens, sur le fond. Je pense qu'on a à peine gratté la surface, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je pense qu'on est tous impatients de voir le résultat de vos travaux. Je voulais vous remercier. Merci à tous, Stéphane, Philippe, Katia, d'avoir pris part à cette petite table ronde. On peut déjà les applaudir. Puis on espère avoir rapidement des nouvelles de ce rapport dans une dizaine de jours. Il sera publié le 8-9 novembre. 8-9 novembre. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Alain, je te laisse la parole pour introduire la session suivante. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup Philippe. Merci Katia. Merci Stéphane. Sujet d'importance, hein, si on veut essayer de dessiner le monde de demain, il faut se nourrir de science. On va rester un peu dans le même sujet parce qu'on va parler des jeunes diplômés. Il ne vous aura pas...